et suite aux recherches sur le terrain pour que cette qualification puisse s'appliquer. Le département des programmes, lui, s'occupe plutôt des travaux de Human Rights Watch de façon générale pour s'assurer qu'il y ait bien une certaine cohérence d'un rapport à l'autre. Donc, par exemple, la présentation des constatations et la qualification aussi des conclusions. La division chargée des droits des femmes s'occupe plus précisément de tout ce qui traite des violences envers les femmes, violences sexuelles. Comment nous qualifions donc ce type de constatation? Alors, et puis les juridiques, la division juridique, pour revenir à eux, eh bien, si on tire des conclusions en présentant certains faits à propos de certains incidents, il s'assure que nous disposons bien des faits et de la base factuelle nous permettant de tirer ces conclusions. Donc, il s'assure en fait que le travail sur le terrain étaye bien les constatations. Il n'ajoute pas quoi que ce soit au niveau des faits. Ça, c'est nous qui le faisons. Mais il s'assure que la qualification que nous faisons des faits et de nos conclusions est bien en adéquation avec les, ce que nous avons trouvé sur le terrain et que cela est conforme aussi au cadre légal des droits de l'homme internationaux. Réponse. Question, oui. Alors pour ce qui est donc de la base factuelle de ce rapport, est-ce que les faits sur lesquels vous vous fondez ont été amendés au cours du processus de révision? Je ne vous demande pas de préciser lesquels s'il y en a eu, juste de me dire oui ou non. Y a-t-il eu des amendements? Réponse. Non, ils ne vont pas, par exemple, faire des amendements au témoignage, au nombre de victimes, par exemple, décrit pour un accident bien précis. Disons plutôt qu'ils s'assurent que si un crime a eu lieu à un moment ou à un autre, ils nous demandent sur quelle base est-ce que vous qualifiez cela. Si ce n'est pas clair dans le rapport, ils nous demandent des informations supplémentaires pour que toute conclusion publiée soit vraiment étayée par le travail qui a été fait sur le terrain, par les faits donc. Now I'd ask, please, Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît, avoir la page suivante du rapport, 0076 si je ne m'abuse, donc quelques pages plus loin. J'espère que monsieur le greffier l'a bien compris. can we go to the previous page? I'm sorry, I probably gave the wrong. Pour avoir la page précédente, j'ai dû me tromper dans la référence. C'est 0075 en fait. Now, without asking you what you say, Je ne vous demande pas ce dont vous parlez dans ces chapitres du rapport, mais j'ai une question. Devant nous, à l'écran, nous avons le sommaire de ce rapport. Alors on voit les chapitres, chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez structuré la façon de cette façon-là, sans rentrer bien sûr dans le fond, hein. Réponse. Eh bien, on a assisté au déroulement du conflit, et donc il y a différentes étapes, différents niveaux de violence, différents types d'abus commis.
différents auteurs aussi. Donc, le rapport reflète la façon dont nous avons vu le conflit se dérouler depuis le premier mois de violence au départ, dans les premiers mois et demi, et puis ensuite une escalade supplémentaire dans la violence en février, début mars, avec le commando invisible, avec la réponse plus ou moins militarisée, ou très militarisée d'ailleurs, à M. Gbagbo. Et puis enfin, la fin, lorsque c'était vraiment un conflit armé interne, mars jusqu'à la fin en fait. Donc chaque étape de la violence post-électorale a été documentée. Question, très bien, on va revenir plus tard au rapport. Il y a plusieurs passages, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous soyez sûr, et que vous sachiez surtout, que je ne vais pas vous poser de questions à propos de votre opinion juridique, à propos de ce que vous pensez en matière de responsabilité. Je ne vais absolument pas rentrer là-dedans, ni dans votre rapport, à propos de votre rapport, ni à propos des communiqués de presse. Donc, gardez cela à l'esprit lorsque vous répondez à mes questions. Je ne vous demande pas de me donner votre opinion. Je ne veux en fait qu'avoir des informations à propos des constatations factuelles que vous avez basées sur vos interviews de témoins. Juste que ce soit très général, donc. Pouvons-nous avoir, s'il vous plaît, la page suivante? Enfin, la page qui se termine. C'est 003. L'empreinte se reprend 0003-0028. We referred to this document earlier, and the particular page. Donc la page qui m'intéresse est la page 0119. Now we looked at the Donc nous avons étudié un grand nombre de communiqués de presse et de déclarations de décembre à avril, publiés par Human Rights Watch concernant donc 2010-2011. Donc ici, il s'agit d'un communiqué de presse en date du 4 décembre 2010. Et l'intitulé Côte d'Ivoire, garantir la sécurité, protéger la liberté d'expression et la liberté de mouvement. Fin de citation. Qui a écrit ce communiqué de presse? Réponse. Je crois que c'est Corinne. Réponse. Savez-vous sur quoi c'était basé? Réponse. Je pense que c'était sur des interviews se rapportant à un incident auquel il fait référence. Mais c'était plutôt une réponse générale à l'évolution des choses, à l'évolution de la situation pour essayer d'avertir toutes les parties qu'il fallait être prudent, qu'il fallait faire attention. Enfin, c'était surtout des interviews téléphoniques qui ont servi de base. Question. Bon, vous avez fait un peu allusion à cela, mais vos constatations factuelles ont été déclenchées en fait par par ce communiqué de presse. Réponse non, par la décision où où tout le monde se disait président. Il y avait beaucoup de tensions et c'est cela qui a déclenché le processus. Question.
Veuillez s'il vous plaît maintenant vous pencher sur le premier paragraphe, plus précisément la deuxième phrase, et je vais en donner lecture. Le gouvernement ivoirien, bon, je ne dis rien, a interdit toute diffusion par les médias internationaux et a réfréné et restreint les mouvements des journalistes et des reporters. Question, d'où viennent ces informations? Quelle est la source? Réponse, je ne m'en souviens pas. Question, bien, autre document qui m'intéresse. Non, autre passage, disons, dans ce document. Puis-je avoir la page 0116 à l'écran? Donc, vous voyez bien l'intitulé de ce document, jour de lecture, Côte d'Ivoire. La société civile africaine et les ONG internationales appellent à la protection des civils et au respect des droits fondamentaux du peuple. Fin de citation. Dated 16 December. La date est le 16 décembre 2010. C'est intitulé Déclaration. Pouvez-vous nous dire, bon, c'est une déclaration, ce n'est pas un communiqué de presse. Quelle est la différence entre ces deux choses? Réponse, c'est une publication conjointe. Ce n'est pas uniquement publié par Human Rights Watch. D'autres organisations de la société civile, à la fois en Côte d'Ivoire, je crois, et à l'extérieur de Côte d'Ivoire, ont rédigé conjointement ce document, étant donné ce qui était arrivé lors de la marche du 16 décembre. Enfin, étant donné qu'il y avait le 16 décembre qui se profilait sans prendre l'interprète et qu'il risquait d'y avoir des événements. Question de Madame Pack. Donc, pouvons-nous avoir, s'il vous plaît, maintenant la page entière à l'écran? Just to the next page, 0117, please. Page suivante, la 117, s'il vous plaît. Can we just see the bottom of the page? Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir le bas de la page? Donc, le tête de chapitre, tout en bas. Organisation ayant signé ou signataire. Pouvons-nous avoir, s'il vous plaît, la page suivante, la 118 maintenant, à l'écran? You've identified a number. Donc, vous présentez ici un certain nombre de signatures. Et Human Rights Watch y figure d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est bien ce que vous vouliez dire. Réponse oui. Merci, Monsieur le Président. Sauf erreur de ma part, ce communiqué n'a pas été écrit par le témoin et par conséquent, je ne vois pas le rapport entre ce communiqué et la méthodologie qui est le thème, suivi par l'interrogateur et la méthodologie qu'aurait suivi le témoin. C'est pourquoi nous faisons objection à cette question et à toutes les questions qui portent sur cette ligne de questionnement.
Le président. Alors, la défense de M. Blégoudi a quelque chose à dire? Monsieur Maître Knoops. Même objection pour nous. J'attendais la question suivante de l'accusation. Mais je suis parfaitement d'accord avec l'interprétation de la question faite par l'équipe Gbagbo. Si le témoin n'a pas été impliqué dans la rédaction même de cette déclaration, cela va complètement à l'encontre de votre directive 23. Enfin, il ne peut pas témoigner s'il n'est pas participé. Le président et Madame Pack. Madame Pack. Je vais demander au témoin sur quoi il s'est basé pour cette déclaration. Le président, mais c'est écrit noir sur blanc. Pourquoi doit-il encore en parler? Là, vraiment, je ne comprends pas, moi non plus. Il doit dire que cette déclaration conjointe a été signée par tous ces signataires, toutes ces organisations. On sait lire, vous savez, Madame Pack, mais j'allais lui demander ce qui a déclenché la déclaration. Le président, oui, mais enfin, vous avez demandé quand même à ce qu'on passe à la page suivante pour que l'on puisse voir la liste de toutes ces sociétés, ces organisations de société civile qui avaient signé ce document et qui étaient à la source de ce document. Alors, si vous demandez ce qui a déclenché le document, ça, c'est autre chose, c'est une autre question. Madame Park, je n'allais pas lui poser de questions sur les signataires, pas d'autres questions. Il a juste témoigné pour dire qu'il y avait bel et bien d'autres organisations qui avaient rédigé ce rapport. Et moi, ma question suivante, c'était pourquoi ce rapport a été écrit, ce qu'il avait déclenché. C'est tout, le président. Eh bien, allez-y, Madame Pack, merci. Je voudrais être clair, parce que la question ici, c'est de savoir ce que le témoin a fait. La méthodologie qu'il a suivie, lui. Ce communiqué n'a pas été écrit par le témoin qui nous a dit, sauf erreur, qu'il n'y a pas participé. Je ne vois pas en quoi ceci est pertinent pour comprendre la méthodologie qu'il a suivie, qui est le point qui vous a été annoncé par l'interrogateur, par mon excellente consoeur. Et là, nous spéculons. Nous spéculons puisque personne ici ne sait, ni le témoin, ne sait ce qui s'est passé. N'est-ce pas? I wouldn't say it's speculation. Je ne dirais pas qu'on spécule. Non, non. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas entendu. Je ne sais pas s'il a participé ou non à la rédaction. Vous dites non, mais moi, je n'ai pas entendu de sa bouche. Il a sans doute co-participé en tant que représentant de Human Rights Watch, co-signataire de cette fameuse déclaration. Enfin, je vais laisser la représentante du bureau du procureur poursuivre ces questions. Nous verrons bien, nous allons en venir. Allez-y, Madame Pack. Oui, de toute façon, nous ne sommes plus à la méthodologie. Nous avons abordé un autre sujet maintenant. Nous avons abordé le sujet des publications. Le président, certes, mais des publications de fait. Et il s'agit de faits qu'il a pu observer, voire perçu avec ses sens, avec ses 5 sens. Madame Pack, vous avez entendu la discussion, n'est-ce pas? Alors, je vous pose une question simple. Lorsque vous avez compilé cette déclaration, avez-vous joué un rôle quelconque dans la compilation? Pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait? Réponse. Eh bien, Corinne et moi avons joué un rôle, tout d'abord, pour déterminer si Human Rights Watch devait co-signer ce document. Ensuite, nous avons aussi révisé le document et puis nous avons contribué à certains passages. Mais ça ne va pas plus loin. Question. Bien. Alors, je ne demande pas de constatation, hein, surtout, évitez de m'en donner. Mais qu'est-ce qui a déclenché la publication de cette déclaration signée par Human Rights Watch? Réponse. Eh bien, il était de notoriété publique qu'il allait y avoir une marche, une marche, si on prend l'interprète, le 16 décembre, sur la RTI, donc sur la station de télévision nationale.
Et c'était donc un communiqué de presse conjoint avec d'autres organisations qui étaient très inquiètes, tout comme nous, parce que nous pensions que cette marche risquait de donner lieu à des violences et à des abus, des infractions des droits de l'homme. You tell us their Question. Donc, vous dites qu'il était de notoriété publique, et beaucoup de publicité, qu'il y allait avoir cette marche le 16. Alors, comment est-ce que vous le saviez? Par quelle source? Réponse. Il y avait eu des appels publics le 14 et le 15. C'est des appels faits par M. Ouattara et Guillaume Soro, qui avaient été relayés à la fois dans les médias internationaux et nationaux. De plus, nous étions en contact régulier avec des gens sur le terrain qui surveillaient les choses jour par jour. Donc, on a reçu aussi cette information de personnes qui étaient à Abidjan. Question. Maintenant, s'il vous plaît, je vais vous demander de vous concentrer sur la publication de cette information dans les médias nationaux et internationaux. Donc, pendant votre étude donc sur la Côte d'Ivoire, vos recherches sur la Côte d'Ivoire, est-ce que vous surveillez de plus près que d'autres certains médias? Ou est-ce qu'il y avait des médias qui vous communiquaient des informations réponses? Nous surveillons les médias nationaux et internationaux qui couvraient la situation en Côte d'Ivoire. Alors pour ce qui est de l'international, il y avait RFI, bien sûr, l'agence France Presse, Associated Press, et nationalement, nous surveillons les quotidiens qui avaient des liens étroits avec l'un ou l'autre camp. Donc les journaux qui étaient plutôt en faveur de M. Gbagbo et ceux qui étaient plutôt en faveur de M. Ouattara. Et puis les journaux qui soutenaient aussi le troisième grand parti de la Côte d'Ivoire. Et puis les stations de télé, bien sûr, nationales, y compris RTI. Oh, it's your turn. Question. RTI. Et comment est-ce que vous supervisiez RTI? Réponse. Encore en Côte d'Ivoire, nous regardions régulièrement et fréquemment la nuit la RTI après avoir terminé les interviews sur le terrain. Très souvent, nous retournions à l'hôtel et nous regardions la RTI et ce qu'elle diffusait. Et puis, cela pouvait également être suivi en ligne. Il y avait des liens pour certaines émissions de la RTI, diffusées par la RTI. I'll come back to this. Alors, question. Je vais revenir là-dessus, mais j'aimerais maintenant vous montrer un autre document. Je reviendrai sur ce thème. Est-ce que nous pourrions reprendre le document qui était à l'écran? Et j'aimerais vous demander de prendre la page 0109.
Just to go through some of the Alors, pour suivre un peu la chronologie des communiqués de presse avant votre première mission, à savoir lorsque vous vous êtes rendu personnellement sur le terrain, vous avez ce communiqué de presse qui porte la date du 23 décembre 2010. C'est un communiqué de presse intitulé comme suit: Côte d'Ivoire, les forces pro-Gbagbo enlèvent les opposants. Qui a rédigé ce communiqué de presse? Réponse: c'est moi qui l'ai fait avec Corinne. Question: et sur quoi vous êtes-vous appuyé pour ce communiqué de presse? Réponse: alors pour ce communiqué de presse, nous nous sommes appuyés sur des entretiens téléphoniques que nous avions effectués pendant le mois de décembre auprès de victimes et de témoins oculaires des événements qui sont décrits. Question: et pourquoi est-ce que ce communiqué de presse a été présenté? Qu'est-ce que nous avons à l'origine de cela? Réponse: après les manifestations ou la manifestation du 16 décembre, il y a eu un certain nombre d'événements ou d'incidents assez préoccupants et nous avons commencé à voir que se dégageait une certaine tendance pour les événements. Et nous avons donc obtenu la corroboration de ces événements par le truchement d'entretien et nous avions eu donc suffisamment d'éléments pour publier ces constatations, ces conclusions qui se dégageaient de notre recherche. Question: alors, je ne vais pas vous poser de questions au sujet des conclusions, mais qu'est-ce que vous entendez par incident ou événement? De façon générale, que décrivez-vous? Réponse: il y a eu un certain nombre de cas. Il y a eu par exemple les gens qui étaient associés à la coalition pro-Ouattara, la RHDP, ont été enlevés de leur domicile, de restaurants. Et ça se passait au niveau des quartiers. Et il s'agissait de dirigeants politiques qui avaient un lien avec la RHDP. Merci, Monsieur le Président. Les prescriptions de votre Chambre dans la décision du 13 mai dernier étaient claires. Le témoin ne peut être interrogé que sur ce qu'il a vu personnellement et ou sur la méthodologie utilisée. La question lui a été posée de manière telle qu'il a répondu de façon factuelle. Il a fait des conclusions factuelles. C'est un moyen, pensons-nous, de contourner votre décision. Et c'est pourquoi nous faisons objection. Pardon. C'est pourquoi nous faisons objection à cette ligne de questionnement, qui est claire maintenant. Le procureur prend communiqué par communiqué, en citant des titres qui mettent en cause un camp, demande via des questions sur la manière dont ce communiqué a été rédigé, des réponses sur qui a été interrogé, pourquoi et le poids de ce qui a été dit. Par conséquent, Monsieur le Président, nous faisons objection à cette ligne de questionnement et surtout à l'utilisation des communiqués pour contourner ce qu'il y a dans le rapport. Et vos prescriptions particulièrement claires concernant les questions à poser sur le rapport. Le Président, je suis assez d'accord. Oui, je vous en prie, Maître Knops. Monsieur le Président,
Nous avons une autre objection. Le paragraphe 8 de la décision dispose de façon très claire que le bureau du procureur ne doit pas poser de questions au sujet de faits qui ont été appris de sources anonymes. À la page 54, lignes 1 à 2, si vous prenez ces lignes, il est indiqué de façon très claire que le témoin a tiré cette conclusion sur la base d'entretiens téléphoniques effectués auprès de témoins et de victimes. Donc, c'est assez clair et manifeste. Cette question et la réponse qui a été apportée permet de contourner le paragraphe 8 de la décision orale qui avait été rendue, d'où l'objection que nous soulevons. Merci, Monsieur le Président. Your Honours, I'll leave it at that. Madame Pack, écoutez, je vais m'abstenir. Je n'avais pas l'intention, interrompue par le président, oui d'accord, mais là je dois dire que c'est très délicat. Donc essayons de ne pas tomber dans l'abîme d'un côté ou de l'autre, essayons de garder l'équilibre, parce que lorsque le témoin dit parfois « nous », je dois vous dire que je ne comprends pas à qui il fait référence lorsqu'il dit « nous ». S'il fait référence à lui-même lorsqu'il dit « nous », est-ce que c'est lui-même lorsqu'il était là-bas sur le terrain ou est-ce que « nous » signifie l'organisation aux États-Unis ou ailleurs? Donc là aussi, je pense qu'il faudrait être un peu plus clair à ce sujet. Je vous en prie, poursuivez. Madame Pack, merci, Monsieur le Président. I'll keep my questions about this document. Alors, je vais poser des questions très précises au sujet de ce document, monsieur. Et si je vous demande d'où vous tirez ces éléments d'information, par exemple, comment se fait-il que vous savez telle ou telle chose? Peut-être que vous avez une connaissance directe de la chose par opposition à une connaissance apportée par d'autres. Voilà ce qui m'intéresse. Alors, il y a un passage, ceci étant dit, qui figure à la page 0110 qui m'intéresse. I just wanted to ask. Je voulais tout simplement vous poser une question au sujet du 5e paragraphe. Question très limitée. Alors, cela commence par « lors du rassemblement de décembre ». Alors, est-ce que vous pourriez nous donner lecture de cette phrase? Est-ce que vous pourriez nous dire sur quoi vous vous appuyez pour obtenir cette information? Comment est-ce que vous avez appris cela? Réponse, je ne m'en souviens pas. Question, bien. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à nouveau à la RTI et à une émission, une diffusion que vous connaissez. Vous nous avez dit que vous regardiez les émissions de la RTI à la fois lorsque vous étiez en Côte d'Ivoire et lorsque vous aviez quitté la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous souvenez d'une émission ou d'une diffusion de la RTI? Et là, je pense à partir du mois de décembre, je pense à tous les mois qui ont fait l'objet de votre recherche. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si vous vous souvenez d'une émission particulière pendant cette période, une émission que vous auriez vous-même regardée? Réponse. Eh bien, écoutez, il y en a une à laquelle je pense plus particulièrement, celle du 25 février 2011. Nous n'étions pas à Abidjan à ce moment-là, mais nous avons regardé cette émission à la fois sur le site web de la RTI et puis il y a eu d'autres versions sur YouTube qui avaient été postées. Il s'agissait d'un rassemblement à Yopougon et M. Blégoudé s'était exprimé lors de ce rassemblement. Question. Alors,
Faisons une petite pause. You're using the pronoun Vous avez dit nous. Alors, j'aimerais vous demander une précision à ce sujet. Est-ce qu'il s'agit d'une émission que vous-même, vous avez regardée? Réponse oui. Question. Et je vais vous poser quelques questions au sujet de cette émission. Est-ce que vous vous souvenez combien de fois vous l'avez regardée dans un premier temps? Réponse. Plusieurs fois. Alors, j'ai regardé sur le site web de la RTI, sur YouTube. Bon, je dirais que je l'ai regardé une dizaine de fois. Question. Est-ce que vous vous souvenez de la durée approximative de la diffusion que vous avez regardée? Réponse. Alors, pour ce qui est de ce qu'il y avait sur YouTube, cela durait entre 8 à 10 minutes, ce que nous avions trouvé. Et pour la RTI, pour la diffusion de la RTI, c'était un peu plus long. Mais il y avait certaines parties de cette émission qui portaient sur ce discours précis. Now you've told us Question. Vous nous avez dit que c'est un discours qui avait été prononcé lors d'un rassemblement à Yopougon. Est-ce que vous vous souvenez de la teneur du discours? Réponse. Monsieur le Président, Maître Knops, Monsieur le Président. Le juge président. Cela signifie que si nous vous autorisons à poursuivre, cela signifie que toutes les personnes dans le monde qui ont vu la RTI peuvent venir ici et dire « j'ai vu l'émission, cela a duré tant de temps ». Je ne comprends vraiment pas ce que cela signifie. Nous avons l'extrait en question de l'émission, n'est-ce pas? Madame Pack, oui. Le juge président, oui. Oui. Donc je pense que nous sommes tous tout à fait capables de regarder cela et de comprendre. Si cela est versé au dossier ou présenté. Écoutez, ce que je vous dis, c'est que là, nous sommes en train de marcher sur la corde raide. Et je m'interroge, la défense s'interroge également. Et nous nous demandons, ou je me demande, pourquoi est-ce qu'une personne qui n'était pas présente sur les lieux, puisque c'est ce qu'il nous a dit, qui a vu cet extrait au moins 10 fois diffusé par la RTI, pourquoi est-ce que cette personne devrait venir ici pour nous dire ce qu'il pense de la dite diffusion? Nous pouvons la regarder et nous pouvons tous nous forger notre propre opinion. Enfin, c'est ce que j'avance. Madame Pack, je ne vais plus lui poser de questions. Je vais juste tout simplement la diffuser et en demander le versement au dossier, parce que telle était de toute façon notre intention. Donc, est-ce que nous pouvons, je vous prie, montrer 2 extraits aux témoins et ensuite je demanderai le versement au dossier de ces extraits. Et il s'agit, le juge président. Et maintenant, qu'en est-il? Si mon estimée consoeur ne pose aucune question sur la vidéo, donc si elle n'utilise pas le témoin pour présenter cette vidéo, elle ne peut pas la soumettre, cette vidéo, comme élément de preuve. Il faut qu'il y ait un rapport avec le témoin. Ah bah si, c'est comme ça. Je veux dire, c'est un peu facile, parce que sinon, on présente tous les éléments qu'on veut. Vous voyez. I see that Le président. Je vois que la défense fait toujours référence à la directive relative au procès. Il faudrait peut-être lire un peu plus loin
parce que, enfin, dans le document, j'entends, parce que j'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe 43 et les paragraphes suivants, maître. Nous ne savons pas si des questions vont être posées ou pas, d'ailleurs. Elle peut nous montrer la vidéo, puis ensuite elle pourra poser des questions. J'ai cru comprendre, Oui. avait dit très clairement, je ne poserai pas de questions sur ce point. Je ne poserai pas de questions. Il n'y a aucun lien entre le témoin et la vidéo. Il n'y a aucune fondation. Il n'y a aucune raison. Bon, mon point est, elle a dit qu'elle n'allait pas poser de questions. Voilà. Mr. President, I'm sorry. Trucknops, Monsieur le Président, excusez-moi de vous déranger. Le Président, mais vous ne me dérangez pas du tout. Nous sommes en train de débattre. Non, vous ne me dérangez nullement, Maître Trucknops. C'est bien, c'est... Merci de vous l'entendre dire. Alors, moi, je prends un peu les devants. Et j'ai votre directive, justement. Peut-être que vous pourriez voir le paragraphe 47, parce que le paragraphe 47 dit dans sa troisième phrase, si une partie, donc il s'agit de la directive 47, si une partie présente un document autre qu'une déposition, la Chambre l'étudiera dans son intégralité. Donc c'est très clair. Alors ce que je veux dire, c'est que la Chambre peut considérer l'intégralité du document en question afin de déterminer comment ce qu'elle pense des extraits présentés par les parties, et ensuite la Chambre décide du poids à accorder. Mais si une partie se contente tout simplement de présenter une vidéo à la Chambre sans essayer de poser des questions ou de demander des précisions, je pense que la Chambre ne pourra pas évaluer en bonne et due forme le sens à attribuer à l'extrait en question. Donc il s'agit tout simplement de verser au dossier tout cela. Donc même avec votre directive, Monsieur le Président, se contenter de présenter une vidéo par le truchement d'un témoin sans pour autant lui poser de questions, eh bien cela va tout à fait à l'encontre de votre directive 43-47. Merci. Le juge président, écoutez, mon interprétation est légèrement différente. Mais bon, Madame Pack, je vous redonne la parole. Madame Pack. D'abord, dans un premier temps, je vous dirais que j'ai déjà posé des questions. J'ai présenté j'ai fourni le lien entre la déposition de ce témoin et la diffusion, parce qu'il nous a dit que le 25 février, il a regardé la diffusion, il a décrit le lieu, l'orateur, donc j'ai établi le lien. Et sur cette base, je peux demander le versement au dossier sur cette base. Et puis deuxièmement, si mon estimé confrère souhaiterait que je lui pose des questions au sujet de l'avis du témoin, eh bien ce serait pour moi un grand plaisir que de lui demander son opinion. Mais je sais pertinemment, Monsieur le Président, que vous avez d'ores et déjà indiqué qu'il ne fallait pas que je pose ce type de questions. Mais ceci étant dit, je peux tout à fait poser des questions de suivi, qu'à cela ne tienne, une fois que nous vous aurons montré les 2 extraits vidéo que j'avais l'intention de montrer avec l'aval de la Chambre. Le juge président, vous pouvez montrer vos extraits vidéo, vous pouvez ensuite poser des questions factuelles au sujet de ces extraits vidéo. Ne lui demandez pas son opinion, bien entendu, demandez-lui ce qu'il a vu, enfin ce genre de choses. Je vous en prie, Madame Pack, je vous remercie. Madame le Président, j'aimerais quand même pouvoir donner la référence de l'extrait. Des extraits pour le greffier d'audience. Ah, excusez-moi. Est-ce que nous pouvons avoir le contrôle maintenant à partir de notre ordinateur pour pouvoir diffuser la vidéo en question? Donc, il s'agit de l'extrait suivant. CIV OTP 0064 0087. Et l'extrait qui m'intéresse est 00.12.35. Ça, c'est le début jusqu'à 00.16.00. Et, Madame, Messieurs les juges, je dirais, une fois de plus, Madame Pack s'interrompt.
it may be that I'll have... Alors, il se peut que je dois vous parler des sources à huis clos partiel, Monsieur le Président. Il y a également une transcription que j'aimerais présenter et verser au dossier. Alors, vous pouvez tout à fait le voir. Il s'agit du document 00 CIV, donc OTP 0063-2998. Et la partie pertinente ou la page pertinente pour l'extrait est la page 3000 jusqu'à 3001, donc 3000 jusqu'à 30001, ligne 25 à 76. Excusez-moi, que voilà, maintenant cela a été dit pour le compte-rendu d'audience. Excusez-moi, cela a été un peu longué. Nous allons donc maintenant diffuser la vidéo et Monsieur Wells, j'espère que vous allez pouvoir la voir sur votre écran. Peut-être, gardez vos écouteurs, ôtez vos écouteurs, je ne sais pas ce que vous préférez. Il se peut que cela soit interprété vers l'anglais. De toute façon, je n'en suis pas sûre. Je ne sais pas comment cela va fonctionner au niveau de l'interprétation de la dite vidéo. Sorry, you'll have your headphones on. Vous avez vos écouteurs. Mais je ne sais pas si vous écoutez le français ou l'anglais, mais de toute façon, nous pourrons rediffuser cela. Je ne sais pas très bien comment cela fonctionne pour les interprètes. Channel 0, I understand. C'est le canal 0, si vous voulez la langue originale. Donc, appuyez sur le numéro 0, si vous voulez entendre ça dans la langue originale. Comme la licorne en 2004, l'ONU a investi ouvertement le théâtre des opérations militaires, déclenchant ainsi la procédure d'autodéfense des jeunes patriotes. Le mot d'ordre du général Charles Blé Goudet est désormais clair. Depuis cette mi-journée, l'ONUCI devient ainsi la cible principale de leur action. Elle est interdite de circulation dans les quartiers et sous-quartiers qui doivent être passés au peigne fin. Enfin, dans un délai d'une semaine, le Golf Hotel sera démantelé. Des précisions avec Mambo Abbé. L'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, comme la licorne en 2004, décide de rentrer en guerre ouverte avec la Côte d'Ivoire libre. Les récentes missions de l'Union africaine ont révélé la supercherie du bloc rebelle et de ses alliés pro-colonialistes occidentaux, en passe d'être démasqués par la communauté internationale qui n'arrive plus à vraiment convaincre sur le dossier ivoirien. L'ONUCI a été mandatée par le bloc rebelle pour créer la chienlit, atmosphère favorable à une guerre civile en Côte d'Ivoire. À travers une assemblée générale extraordinaire de l'Alliance des jeunes patriotes réunis au grand complet, a tiré les conclusions et annoncé une série d'actions dont l'objectif ultime est la chute dans un délai d'une du kyste insurrectionnel logé au Golf Hotel. Dès maintenant, l'ordre que je vous donne et qui doit être valable dans tous les quartiers, c'est que quand vous retournez dans vos quartiers, vous devez empêcher l'ONUCI de circuler. Un. Deuxièmement, en retournant dans vos quartiers, vous devez contacter les présidents des quartiers. Vous devez vous réunir pour savoir et vérifier les entrées et les sorties de vos quartiers et dénoncer toute personne étrangère qui vient dans votre quartier. Pendant une semaine donc, l'opération va s'organiser pour Charles Blé Goudet. La délicatesse d'une telle action s'impose dans la mesure où le piège de la guerre civile doit être absolument évité. Avant une semaine, le temps qu'on s'organise réellement dans les quartiers, véritablement, et que notre système soit rodé, et qu'on sait qu'à Yopougon, derrière nous, il n'y a pas d'affrontement, et qu'on sait qu'à Koumassi, derrière nous, il n'y a pas d'affrontement, et qu'on sait que tous les groupes ont été organisés, et qu'on sait qui peut faire quoi et qui doit faire quoi, avant une semaine, je vais vous appeler devant le Golf Hotel. Des heures chaudes s'annoncent par conséquent pour l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Les patriotes comptent même demander individuellement aux États qui composent ces forces de retirer leurs troupes au risque d'être considérés comme co-auteurs de ces troubles avec les conséquences que cela implique sur le terrain. En attendant, l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire est appelée à arrêter toutes ces opérations.
Les jeunes patriotes comptent dans tous les cas l'y contraindre. Les dés sont jetés, la Côte d'Ivoire est debout. Dieu bénisse les Ivoiriens dans cette ultime bataille vers la liberté. Au lecteur. Do you recognize? Question. Est-ce que vous reconnaissez la diffusion que nous venons de voir? Réponse oui. Question. Est-ce que vous pouvez nous dire qui parle et où? Réponse. L'orateur principal au rassemblement a été Charles Blé Goudet. Question. Est-ce que vous avez été en mesure de voir où il prononce son discours? Le discours principal, en tout cas. Réponse. C'était un rassemblement des jeunes patriotes. C'était à Yopougon. C'est au Bar-le-Baron. Bar-le-Baron. Does it correspond? Question. Est-ce que cela correspond à l'émission que vous aviez vue ou est-ce que vous aviez vu quelque chose de différent à l'époque? Réponse. Non, c'est l'extrait que j'ai vu à la RTI. Alors, vous avez également les extraits sur YouTube. Ils étaient légèrement différents. L'extrait sur YouTube était légèrement différent parce que non seulement j'ai vu ce qu'avait dit M. Blé Goudet, mais il y avait d'autres orateurs avant et après lui, toujours dans le cadre du même rassemblement. Et sur YouTube, j'ai pu les voir, les autres. Bien, et maintenant, j'aimerais que nous voyions un autre clip vidéo, un deuxième. Alors, pour le compte-rendu, sachez que c'est le RN 0043 0269. Le clip est à 0000 jusqu'à 00 1 minute 10 secondes 49, sans prendre l'interprète. Pour ce qui est de la transcription, il s'agit du document CIV OTP 0047 0611 et les lignes qui nous intéressent. Première page, 0613, ligne 1 à 12. Pour nous la voir, s'il vous plaît, à l'écran. Vous savez, je peux tout de suite vous dire, allons dans tel quartier, on va attaquer les gens. Et puis vous allez m'applaudir. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. J'ai besoin de vous orienter. Et c'est mon devoir. Et c'est ma responsabilité. Et qui doit être valable dans tous les quartiers, c'est que quand vous retournez dans vos quartiers, vous devez empêcher l'industrie de sécurité. Deuxièmement, en retournant dans vos quartiers, vous devez contacter les présidents des quartiers. Nous devons vous réunir pour savoir et vérifier
Voilà le mot d'ordre que le général vient de donner. Question. Donc ce deuxième extrait vidéo correspond-il à des extraits vidéo que vous avez déjà vus? Réponse. Je ne sais pas si c'est exactement la vidéo que j'ai vue sur YouTube, si c'est la même, mais en tout cas, ce passage faisait partie des extraits vidéo que j'ai vus à l'époque. Question. Alors, d'après vous, pourquoi est-ce que ce discours était si frappant pour vous? Ne nous donnez pas du tout vos opinions ni quoi que ce soit, hein. Pourquoi l'avez-vous choisi? Please. Le président, allez-y, maître Altit. Je crois que tout le monde voit le véritable but de la question. Mais j'aimerais poser une question à ma consoeur. En quoi cela est-il intéressant pour nous qui essayons de trouver la vérité, de savoir ce qui s'est passé, de voir des extraits validés par le témoin qui dit oui, je les ai vus, et comme vous releviez justement, il n'est pas les seuls à les avoir vus. Mais en quoi ces extraits nous intéressent-ils? En quoi font-ils avancer la vérité? Ce qui nous intéresserait, ce serait de savoir tout ce qui s'est passé ce jour-là, tout ce qui s'est dit ce jour-là, ce que les témoins qui étaient sur place peuvent nous dire, ce que ça voulait dire pour eux, les discours qui ont été dits à cette occasion. En quoi cela nous intéresse-t-il? Sinon, en ce qui concerne l'accusation, pour montrer quelques points qui étayent, via ce témoin qui n'était pas là, via ce témoin qui a vu les choses à travers un site web, qui étaient certaines affirmations. Mais en quoi cela nous fait-il progresser, Monsieur le Président? Et surtout, en quoi cela n'est-il pas un détournement de votre décision? Mr. President, Maître Knoops, Monsieur le Président, Maître Knoops, la question est claire, certes, mais elle demande quand même un jugement de valeur, une appréciation. Lorsqu'on demande pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ce discours, pourquoi eh bien, il faut donner son opinion. Et donc, conclusion que le témoin aurait pu tirer de sa recherche. Or, cela va justement contre la décision de vendredi dernier. Décision de votre chambre, bien sûr. Le président, alors, Madame le représentant du procureur, à quoi sert cette question? Où voulez-vous en venir? Nous avons entendu votre position. J'ai compris pourquoi vous vouliez montrer ces vidéos, mais j'ai du mal à comprendre l'utilité de tout cela. Une personne qui a vu cette vidéo éventuellement et vient ici comparaître pour lui dire pourquoi cette vidéo est si importante pour lui et pour nous. Alors, elle est-elle importante ou pas? Alors, j'ai du mal à comprendre, Madame Pack. Écoutez, ce que je compte faire, et je vais continuer à le faire pendant d'ailleurs la séance, je vais lui demander ce qu'il a fait lors de ses visites à Abidjan et comment la rédaction de ses rapports s'est fait au cours de ces trajets. C'est ce que je voulais faire. Moi, si vous voulez, je vais parler maintenant des missions. Je vais laisser tomber le cadre dans lequel la question avait été soulevée.
Le président, très bien, passé aux missions. Madame Pack, donc, parlons de vos missions à Abidjan. Votre première mission était en janvier 2011, c'est ce que vous nous avez dit. Vous souvenez-vous exactement des dates, ou alors approximativement au moins? Question, c'était du 9 au 18 janvier. Question. Micro, s'il vous plaît. Donc, ne nous parlez pas de constatation, mais vous connaissez maintenant le cadre dans lequel je pose mes questions. Alors, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes rendu là-bas en mission en janvier. Réponse. Nous voulions étudier ce qui s'était passé en décembre et début janvier, y compris plus particulièrement ce qui s'était passé dans le cadre de la marche du 16 décembre et ses suites. Donc, on voulait voir ce qui s'était passé au cours de ce mois et demi de crise post-électorale, c'est-à-dire au tout début de la crise post-électorale. Question. Et qu'avez-vous fait lors de la mission? Réponse. Eh bien, lors de cette mission, Corinne et moi, ensemble, avons interviewé plus de 120 témoins ou victimes, des gens qui avaient vécu les choses, témoins de première main, pour voir. Notre but était donc d'étudier ce qui s'était passé fin décembre, début janvier. Donc, nous avons recueilli ces récits de première main. Nous sommes allés aussi sur des sites où des événements avaient eu lieu. Évidemment, nous y sommes allés uniquement lorsque la situation de sécurité le permettait. Nous sommes aussi entretenus avec des médecins, tous les professionnels de la santé qui avaient traité certaines personnes. Nous sommes entretenus aussi avec les membres de la famille qui avaient retrouvé certains de leurs proches à la morgue. Et puis, nous sommes entretenus avec un certain nombre de personnes qui pouvaient nous donner un témoignage direct sur ce qui s'était passé. Question. Je vais nous limiter maintenant pour les emplacements. Où êtes-vous allé exactement? Réponse. Je suis allé à Trècheville, Koumassi, deux quartiers qui sont au sud d'Abidjan et qui étaient liés à ce qui s'était passé le 16 décembre. Nous sommes aussi allés à Bobo, un quartier qui est au nord d'Abidjan, qui est peuplé d'un grand nombre de supporters de M. Ouattara, pour voir un peu ce qui s'y était passé. Nous sommes aussi allés, enfin, dans la plupart des quartiers d'Abidjan. Le quartier autour de RTI aussi, où les manifestants sont arrivés lors de la marche. Je suis allé au carrefour de la vie. Il y a aussi le quartier du Plateau, où il y a le restaurant BMW, le bâtiment NTM, où il s'est passé plusieurs choses par rapport au 16 décembre. Donc, on est allé voir, pour voir de nos yeux, où s'étaient passés les événements qui nous avaient été décrits par certaines personnes. Question. Bon, nous allons parler du 16 décembre. Vous avez parlé des emplacements qui étaient reliés à ces événements du 16 décembre. Vous souvenez-vous être allé à un endroit bien précis où vous auriez vu quelque chose que vous avez remarqué qui est ressorti? Plus précisément, réponse à Trècheville, par exemple, il y avait encore des endroits où on voyait l'impact des balles. Des balles qui avaient été tirées sur différents bâtiments. À deux plateaux, autour
du bâtiment NTN. Il y avait des endroits où les routes avaient été dépavées. Interprète se reprend. Non, il y avait des trous dans le trottoir, ou du moins dans la chaussée, qui montraient bien qu'il y avait certaines armes qui avaient été utilisées. C'est ça qui est principalement ressorti. Question. Lorsque vous étiez à Abidjan lors de cette visite, donc en janvier, avez-vous été restreint dans votre liberté de mouvement? Réponse. Non, pas tant que je me souvienne. Pas grand-chose. Il y avait certes des endroits où il y avait des postes de contrôle qui avaient été mis en place. On a été beaucoup plus restreint dans nos mouvements en mars par rapport à début janvier. Certains jours, il y a eu des incidents à Abobo, par exemple, où on a eu du mal à atteindre certaines parties du quartier à Abobo. Mais en janvier, lors de et il y avait des zones où il y avait des renforts des forces de sécurité. Ils vérifiaient, par exemple, les véhicules qui entraient. Je me souviens surtout qu'il y en avait autour de la RTI, à Cocody, et aussi dans ce quartier-là, il y avait plusieurs postes de contrôle. Question, avez-vous d'autres endroits en tête? Réponse, je ne m'en souviens pas. Question, pourriez-vous nous dire qui tenait les points de contrôle? Maître Knops, Monsieur le Président, nous soulevons une objection. On demande ici aux témoins de nous donner des conclusions de sa recherche. Le témoin peut pas du tout, il était là. Le président pas du tout, il était présent. Il peut nous dire ce qu'il a vu. Allez-y, Madame Pack. Cela n'a rien à voir avec la recherche qu'il a faite, ça a à voir avec ce qu'il a vu. Au moins, là, le témoin était à Abidjan et circulait dans Abidjan. Madame Pack, poursuivez. Madame Pack, je vous remercie, Monsieur le Président, et je répète donc la question. En uniforme, des forces de sécurité en uniforme. Donc, à l'époque, ce quartier était sous le contrôle des forces loyales à M. Gbagbo. Donc, c'était des postes de contrôle qui étaient tenus par les forces de sécurité de M. Gbagbo. Question. Pourriez-vous nous décrire leur tenue? Réponse. Ils étaient en uniforme militaire, y compris Rangers. Ceux qui étaient autour de RTI avaient la tenue des gendarmes, la tenue de camouflage des gendarmes, donc camouflage bleu. Question. Alors, il y avait d'autres postes de contrôle ailleurs qu'à Cocody. Pourriez-vous nous décrire l'apparence des personnes qui tenaient ces checkpoints ailleurs qu'à Cocody, et ce en janvier? Réponse. Eh bien, moi, je me souviens surtout des postes de contrôle que nous avons rencontrés lors de la mission de mars. Question. Mais donc, est-ce que cela signifie
la mission de janvier, Madame Pack, oui, le président, très bien, Madame Pack. Donc, je reviendrai à mars dans une minute, mais restons en janvier. Donc, est-ce que vous êtes concentré sur un quartier bien précis en janvier? Réponse, on s'est concentré sur plusieurs quartiers parce qu'il y avait des problèmes dans beaucoup d'entre eux. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'accidents à Abobo. Donc, nous avons passé beaucoup de temps à Abobo pour voir ce qui s'y était passé. Et puis, nous sommes aussi penchés très en détail sur ce qui s'était passé à Koumassi, à Trècheville, Sud Abidjan, à Mokuri. Enfin, tout ce qui a à voir, qui avait trait avec des événements qui ont eu lieu à ce moment-là. Question. Donc, parlons d'Abobo. Lorsque vous étiez à Abobo, votre liberté de mouvement a-t-elle été entravée à un moment ou à un autre? Réponse. Il y avait certains quartiers d'Abobo bien précis où nous ne pensions pas pouvoir nous rendre pour des raisons de sécurité. La situation de sécurité ne permettait pas de nous rendre partout dans Abobo. Question. Vous souvenez-vous de la situation de sécurité? Vous avez parlé donc de cette situation de sécurité. Pouvez-vous nous la décrire un peu? De quoi parlez-vous? Réponse. Eh bien, lors de cette mission, il y avait eu des actes de violence commis contre les forces de sécurité pro-Gbagbo à Abobo. Si je ne m'abuse, c'était le 11 janvier. Et suite à cela, il y a eu une forte concentration de forces de sécurité à l'époque, à ce moment-là, dans ces quartiers. Et puis des endroits bien précis où il y avait une forte présence des jeunes patriotes, cette milice, qui souhaitait réagir à ce qui s'était passé. Madame Pack, prenons les choses une par une. Vous avez parlé de la situation de sécurité qui vous empêchait de vous rendre dans des quartiers bien précis d'Abobo. D'après vous, est-ce que vous ne pouviez pas vous rendre à Abobo? Réponse. Principalement, c'était Abobo Avocatier. Car il y avait un parlement bien précis des jeunes patriotes, c'est-à-dire un lieu de rassemblement des jeunes patriotes. Alors on ne se sentait pas en mesure d'y aller parce qu'il y avait une forte concentration de violence. Le président, lorsque vous dites nous, c'est vous et qui? Madame le témoin, madame, moi et ma collègue Corinne, nous étions toujours sur le terrain ensemble. Le président, mais c'est vous qui avez décidé de ne pas y aller ou est-ce qu'on vous a conseillé de ne pas y aller? Donc, d'où venait l'évaluation? De vous-même ou de quelqu'un d'autre? Réponse, c'est nous qui avons évalué de nous-mêmes de ne pas y aller. Le président, je vous présente mes excuses pour cette interruption. Just to clarify for His Honour, it was Une évaluation que vous avez faite personnellement ou elle était partagée avec le témoin? Oui. Question. Donc, je vais vous poser certaines questions de suivi. Vous parlez de forces de sécurité, une forte concentration de forces de sécurité dans le quartier. De quelle force de sécurité parlez-vous? Soyons clairs. Réponse. Les forces de sécurité qui étaient loyales envers M. Gbagbo. Question. Pouvez-vous nous dire
de qui vous parlez, ce que vous avez vu? Réponse à Abobo. Il y avait un mélange des forces de sécurité, y compris des groupes du SECOS qui étaient sur place. Donc, il s'agit d'une unité conçue pour faire la lutte anticriminalité à Abidjan. Il y avait aussi des membres des forces régulières de la police. Il y avait plusieurs commissariats de police à Abobo qui étaient entourés de policiers, on l'a vu à l'époque. Il y avait aussi les postes de contrôle des milices. C'est vraiment ce qui ressort principalement de ce que j'ai vu à l'époque. Question. Donc, vous avez vu certaines choses. Alors, comment arriviez-vous à déterminer que des forces de sécurité faisaient partie des SECOS ou plutôt des polices régulières, etc. Réponse. Pour la SECOS, ils ont des tenues bien précises, très distinctes, des uniformes. De plus, ils se déplacent dans des véhicules qui sont très spéciaux, puisque sur les côtés des véhicules, il y a SECOS. SECOS est inscrit. Ils ont un insigne, aussi la panthère qui est apposée sur la carrosserie. Et puis on a aussi le numéro du véhicule. Donc il est très facile d'identifier les SECOS, surtout lorsqu'ils se déplacent en véhicule. Pour ce qui est de la police, on les reconnaît à leur uniforme. Noir, entièrement noir. Et la plupart du temps, police était inscrit soit dans le dos, soit sur un brassard. Et c'était donc très facile à reconnaître. Question. Vous nous avez parlé aussi de la milice des jeunes patriotes qui était présente. Donc, vous avez dit qu'il y avait une forte présence de la milice des jeunes patriotes à Abobo. Pourriez-vous nous décrire ce que vous avez vu concernant donc la présence de ces patriotes, de cette milice des jeunes patriotes? Réponse. Lors de cette mission de janvier, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas allés à Abobo Avocatier parce que ce n'était pas sûr. Donc, je n'ai pas vu de mes yeux les postes de contrôle de la milice ou le fameux parlement qui se trouve dans ce quartier. Ça vient de témoignages d'autres personnes. Micro, s'il vous plaît. Vous avez aussi dit, et je souhaite avoir un éclaircissement, vous disiez qu'il y avait des policiers aussi aux alentours, près des postes de contrôle de la milice. Vous l'avez vu ou bien vous l'obtenez de sources distinctes? Réponse, oui, je ne l'ai pas vu, je l'ai obtenu de sources, mais c'est corroboré par plusieurs sources. Question, bien. Donc, pendant vos trajets, et pas uniquement en janvier, hein, j'aimerais que vous nous disiez exactement ce que vous voulez dire lorsque vous parlez des milices des jeunes patriotes. Donc, vous pouvez faire référence aux missions suivantes, si vous voulez, le président. Maître Xob, j'ai un problème avec le président. Non, rejeté. Attendez la réponse. La question, quand même, est assez claire, elle est simple, elle est directe. Et jusqu'à présent, le témoin a répondu de façon parfaitement correcte. Attendons de voir. Attendons la réponse. Maître Knob, je suis d'accord avec votre analyse, mais le problème, c'est que le terme jeune patriote est un terme générique.
Le président, oui, mais alors la police aussi, c'est un terme générique. Le maître Knops, enfin, quand on est un jeune patriote, c'est une qualification, si je puis dire. Et ce n'est pas... C'est quelque chose que le témoin a interprété. Il considère que c'est une personne qui interprète, qui appartient aux jeunes patriotes. Le président, mais je ne sais pas s'il l'a interprété ou pas. Nous verrons, nous allons l'écouter et ensuite nous interpréterons son interprétation des choses. Allez-y, Madame Pack. Madame Pack, voulez-vous que je répète la question? Le témoin volontiers. Question. Donc, je ne veux pas... Je voudrais savoir comment vous êtes arrivé au terme jeune... milice des jeunes patriotes, puisque vous avez utilisé ce terme spontanément. Alors, j'aimerais que vous nous disiez exactement ce que vous voulez dire par rapport à ce que vous avez vu. Et vous n'avez pas besoin de vous référer uniquement à l'émission de janvier. Vous pouvez vous référer à ce que vous avez vu dans l'émission suivante. Que voulez-vous dire exactement par milice des jeunes patriotes par rapport à ce que vous avez vu? Réponse. Ce terme est utilisé, enfin je l'utilise pour parler d'un groupe bien précis de jeunes pro-Gbagbo, des militants. Et souvent, personnellement, je les ai vus au cours de la crise. Ce dont je me souviens plus particulièrement, j'étais à Djenné lors de la mission de mars. Et il y avait plusieurs douzaines, voire plus, de jeunes qui couraient dans les rues, là où était notre voiture, qui chantaient des slogans pro-Gbagbo. Dans ce qui paraissait être pas forcément une formation en tant que telle, mais au moins un exercice physique du groupe, tout en donc scandant des slogans pro-Gbagbo. Question, pouvez-vous nous dire exactement à quoi ils ressemblaient? Le président, vous voulez dire comment ils étaient habillés? Madame Pack, oui, parce que à quoi ils ressemblaient, vous recevoir leur tenue plutôt. Madame Pack, donc, quelle était leur tenue? Question. Réponse pour l'interprète, surtout en civil, presque tous en civil. Disons que souvent, ils avaient des pantalons style treillis ou style camouflage. Mais c'était, en règle générale, une tenue civile. Le président, ce qui nous amène à la pause, car elle s'impose. Qu'en pensez-vous? Madame Pack, tout à fait. Donc, monsieur le témoin, nous allons enfin faire la pause. Vous allez pouvoir déjeuner. Nous reprendrons à 14h30. Merci.